Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de ce webinaire que nous organisons ce jeudi 9 juin. Bien entendu, nous souhaitions l'organiser et nous retrouver en présentiel, mais la prudence, comme vous le savez, continue à nous guider en raison du contexte sanitaire. Notre union départementale a souhaité organiser un temps d'échange avec les chefs de file aux élections départementales, afin de débattre de leurs intentions et de vos intentions en faveur des personnes en situation de handicap mental et également de leur famille. Nous avons confié tous les partis politiques et 4 d'entre eux ont informé de leur présence. Par ordre alphabétique, je salue donc la présence de Josué Auchard, représentant du Rassemblement national, Aurélie Legrand pour Unir pour le Nord, Christian Poiret Aurélie Legrand pour La République En Marche, Christian Poiret pour Unir pour le Nord et Marie-Christine Staniek-Wavran pour le Parti Socialiste. Je remercie donc tous les 4 pour votre disponibilité qui prouve votre intérêt pour les personnes de nos associations que l'on accompagne au quotidien. Je vous souhaite bien sûr une pleine réussite à l'occasion de ces élections. Je salue également, je regarde, on a combien de connectés ? Actuellement, une soixantaine de connexions. Voilà. Je salue également les personnes qui sont connectées, mais aussi les représentants de nous aussi, l'association d'autoreprésentants des personnes handicapées intellectuelles. Et notre webinaire va s'articuler en 3 temps forts. Bonjour à tous, donc 3 temps forts, avec dans un premier temps la présentation du plaidoyer de notre union départementale qui a été élaborée en interne par une commission composée d'administrateurs et des directeurs généraux. Un deuxième temps avec une intervention de chaque candidat par ordre alphabétique. Donc ce sera par ordre alphabétique M. Auchard, Madame Legrand, Monsieur Poiret et ensuite Madame Staniek-Wavran. Chacun disposera de 5 minutes pour réagir à notre plaidoyer, faire également une présentation et puis intervenir sur le sujet de leur choix. Et enfin un troisième temps où, à travers un chat qui est mis donc sur la plateforme, où vous avez accès directement au chat, vous pourrez poser les questions, soit aux 4 candidats, soit à un candidat de votre choix, pour pouvoir interpeller sur tel ou tel thème. À noter, Président, que nous respectons parfaitement la parité, puisque nous avons 2 hommes et 2 femmes parmi les candidats. On n'a pas fait exprès, mais on pourra nous faire croire que l'on fait exprès. Ce qui n'est pas notre cas, en fait. C'est pas vraiment notre cas. Je peux rien faire en termes d'opération, Président, pour l'instant. Voilà, donc les participants qui souhaitent soulever une question, interpeller une candidate, donc le feront à travers le chat. Chaque candidat disposera d'un temps identique d'intervention, donc vous verrez que même si nous ne sommes pas soumis à cette réglementation parce que c'est un événement privé, nous avons tenu à mettre un chrono pour chaque candidat. On ne sait jamais parce que sur les 4, il y a peut-être le futur président ou la future présidente, donc on ne va pas se fâcher avec lui ou avec elle. Donc vous verrez qu'il y a le décompte exact, ce qui nous permettra pour celui ou celle qui est un petit peu en retard sur les autres, de lui laisser la parole en premier. Voilà, le webinaire est lancé et avant de débuter nos échanges, je vous propose de visionner un film, un court film de présentation de notre union départementale qui a été réalisé par Active Company, spécifiquement pour notre manifestation. Nous vous retrouvons tout de suite après le film. Créée en 1960 par des parents de jeunes souffrant d'un handicap mental, l'Union départementale des papillons blancs du Nord est née d'une volonté forte, répondre aux besoins d'entraide et de reconnaissance de leurs enfants. À ce jour, elle fédère 9 associations, rassemblant 3000 adhérents, 12 000 personnes handicapées, 220 établissements et 6500 salariés. Elle rassemble également Atinor et Agap Formation, le choix d'une union d'associations permettant de respecter l'autonomie et la spécificité de chaque structure. L'union départementale gère directement 2 établissements et 2 services médico-sociaux.
L'Union des papillons blancs du Nord joue un rôle d'harmonisation et assure la mise en œuvre d'actions dans tous les départements. Elle garantit la représentation collective du mouvement parental auprès des différentes instances politiques, administratives et des partenaires. Elle crée et diffuse des outils partagés, développe la coopération entre associations et délivre une expertise pointue, y compris sur les nouvelles thématiques. L'Union départementale agit en partenariat avec les institutions publiques, dont l'ARS Hauts-de-France et le département du Nord. L'Union départementale des papillons blancs du Nord joue un rôle moteur dans le développement des politiques en faveur du handicap mental pour apporter des réponses de qualité aux personnes accompagnées ainsi qu'à leurs familles. À ce titre, elle mène de nombreuses actions concernant la santé, l'accompagnement, l'insertion professionnelle ou encore le soutien à la parentalité des personnes handicapées. Elle se mobilise aussi dans la prévention des départs non souhaités en Belgique des Français en situation de handicap. L'Union départementale des papillons blancs du Nord assure une mission de recherche et d'innovation permanente tout en assurant la promotion et la diffusion des meilleures pratiques. Elle conduit également une mission d'aide à la recherche de financements publics et privés et contribue à certaines initiatives via un fonds dédié. Enfin, elle accompagne les professionnels des associations adhérentes et participe au développement des coopérations interdépartementales au sein de l'UNAPEI des Hauts-de-France. L'Union départementale des papillons blancs du Nord se mobilise pour une société solidaire et inclusive. Rendez-vous sur www.udapei59.org. Voilà, nous voici donc de retour. Comme vous avez pu le voir dans cette petite vidéo de présentation, l'Union départementale des papillons blancs du Nord a pour vocation de représenter le mouvement parental auprès des collectivités, dont bien sûr le département du Nord. Alors le département constitue donc un partenaire central pour nos associations. La transformation progressive des cadres politiques et administratifs doit permettre une meilleure participation sociale de chaque citoyen à la vie de la cité, y compris pour les personnes en situation de handicap mental. Dans cette perspective, les départements disposent d'une responsabilité particulière pour impulser des dynamiques capables de lutter contre les discriminations et contre l'isolement que ces personnes vivent au quotidien. Alors les associations adhérentes à notre union départementale et à l'UNAPEI sur le plan national sont actrices de cette transition et elles apportent une part importante des réponses et des accompagnements nécessaires. Pour transformer durablement la société et améliorer la qualité de vie, elles agissent au quotidien en lien étroit avec le Conseil départemental du Nord sur l'accès aux droits et à la compensation, mais aussi dans le champ de l'enfance, de l'habitat, de l'emploi, du transport, de l'accessibilité, du tourisme et des activités sportives culturelles. Le département du Nord a la compétence pour agir auprès des personnes en situation de handicap en matière d'habitat, d'accompagnement médico-social. Donc nous faisons référence aux foyers de vie, aux foyers d'hébergement, aux services d'accompagnement à la vie sociale. Il a également une compétence partagée avec l'État pour les foyers d'accueil médicalisé, ce qu'on appelle les FAM, les SAMSA, c'est-à-dire les services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés. Pourtant, au regard des notifications délivrées par la MDPH du Nord, nos 9 associations observent un déficit de l'offre d'accompagnement pour les personnes qu'elles représentent. Ces personnes dont le souhait est d'habiter chez elles se retrouvent souvent contraintes de vivre chez leurs parents ou de rester dans le secteur enfance. C'est ce qu'on appelle l'amendement Creton, et tout ça par manque de solutions. Le département joue également un rôle dans le respect de liberté d'aller et venir pour les personnes vivant dans les établissements médico-sociaux. Une liberté entendue comme la possibilité d'en partir ponctuellement quand elles le souhaitent. Le département
doit assurer aux citoyens en situation de handicap une garantie du respect de ce droit en toutes circonstances. Afin de mener à bien cette mission, il sera nécessaire d'activer de nouveaux leviers pour garantir la libre sortie des établissements sans conséquence sur les ressources de ces personnes. Alors, les associations de notre mouvement parental déplorent que des disparités subsistent entre les territoires sur les moyens alloués. Il est essentiel qu'une attention particulière soit portée sur cette problématique afin de répondre durablement aux besoins et attentes de chaque personne qui doivent pouvoir évoluer au fil du temps. Alors, qu'entend-on par personne en situation de handicap ? S'inspirant de l'OMS, la loi définit le handicap comme, je cite, « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. » Le manifeste de notre Union nationale, l'UNAPI, met le focus sur 7 points essentiels, dont la création de nouvelles solutions d'habitat et d'accompagnement, le soutien à l'emploi des personnes en situation de handicap, encore le soutien à la scolarisation de tous les élèves ou encore l'accès adapté à l'espace public avec notamment des actions pour la mobilité, le tourisme et le sport. Au plan départemental, notre union départementale a élaboré un plaidoyer qui relaie les orientations de l'UNAPEI au niveau national, mais qui prend en compte aussi les réalités de notre département. Alors, quelles sont ces réalités du département ? Avec ses 2 600 000 habitants en 2018, il est bon de rappeler que le département du Nord est le plus peuplé de France. Il en découle une présence importante de personnes handicapées. On parle même d'une surreprésentation de personnes en situation de handicap, puisque selon l'enquête Handicap Santé de l'INSEE en 2008, elle date un peu, mais je pense qu'elle est encore d'actualité, environ 14,6% de la population se déclare en situation de handicap. 14,6% de la population. Alors pour les 4 candidats qui nous écoutent, la plupart de ces personnes maintenant ont le droit de vote. La prévalence du handicap, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes d'un handicap rapporté à la population totale du même âge, augmente avec l'âge. C'est ainsi qu'entre 15 et 24 ans, la prévalence est de 4,5%. Celle-ci passe à 36,9% pour les 55 ans et à 64% pour les personnes de 75 ans. Autrement dit, les personnes handicapées sont nettement plus âgées que la population totale. La population handicapée est moins diplômée que la population totale. Les 2 tiers, c'est-à-dire environ 67% des personnes handicapées de 15 ans et plus sont sans diplôme ou possèdent au plus le BEPC ou brevet des collèges. En comparaison, cette part, donc 67%, est de 41% de la population totale. Selon l'enquête Handicap Santé de 2008, la population active, et donc là je commence à répondre à une première question qui nous était posée par le chat, la population active handicapée, c'est-à-dire en emploi ou au chômage, représente 155 000 personnes, soit 9% de la population active totale de la région. Les chiffres que nous avons, c'est de la région. Donc 155 000 personnes. En 2020, et je pense que ce chiffre va parler à l'actuel vice-président en charge des finances, qui est M. Poiret, en 2020, sur le budget global de 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards, même beaucoup plus, 54% des dépenses sont consacrées aux dépenses dites sociales. 54%, dont 33% pour le seul RSA. Les 6 dernières années qui se sont écoulées ont été marquées par un plan drastique de la réduction des moyens alloués, la fusion des politiques en faveur des personnes handicapées avec celles des personnes âgées, sous couvert d'une politique de l'autonomie. Ces dernières étant axées sur la recherche de réponses dites inclusives, notamment à travers des transformations de places d'internat. Durant ces 6 dernières années, des échanges ont eu lieu, notamment à travers des rencontres régulières avec les têtes de réseau départementales.
également au sein du CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, dont nous sommes le vice-président, ou encore par la mise en place des comités territoriaux de l'autonomie par arrondissement. Le département a mis en place la maison départementale de l'autonomie afin de mutualiser les moyens humains et matériels en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Le département, enfin, s'est inscrit dans le dispositif national département inclusif et solidaire, qui est un nom dont nous sommes à l'origine, puisqu'au départ, c'était 100% inclusif. Et le département a accepté de revoir ce nom pour que ce ne soit pas uniquement 100% inclusif, mais bien département inclusif et solidaire. Donc cette initiative permettait de centraliser les initiatives prises en la matière. Alors, fort de ce constat et dans ce contexte, notre plaidoyer en faveur des personnes en situation de handicap mental s'articule autour des 8 points suivants pour des politiques départementales, solidaires et inclusives. Vous avez reçu le plaidoyer, mesdames et messieurs. On va vous rappeler les principaux axes de ce plaidoyer. Premier point, donc notre première attente, remontée par donc, les 9 associations adhérentes à notre union départementale, c'est de créer des réponses pour toutes les personnes handicapées afin que le slogan « une solution pour chaque personne handicapée » ne soit pas qu'un slogan. Le deuxième point, c'est de cesser les départs non souhaités en Belgique. Alors certes, il y a eu des moratoires qui ont été mis en place. Néanmoins, il existe encore aujourd'hui des départs qui ont été initiés avant le moratoire. Je rappelle, il y a à peu près 6500 ou 6700 personnes qui sont accueillies en Belgique dans des conditions parfois difficiles puisque les autorités françaises, notamment l'ARS, a fermé un des établissements à Tintigny. Troisième point, revoir l'organisation des CDAPH dans le Nord. Donc vous savez que ces commissions sont chargées d'allouer, de reconnaître les situations des personnes en situation de handicap, d'allouer des allocations. Et pour vous citer, pour vous situer, sur une commission qui analyse 2000 dossiers, il y a seulement 8 dossiers qui sont étudiés par la CDAPH. Donc nous avons une attente très forte vis-à-vis de ce fonctionnement des CDAPH. Le quatrième point, c'est de renforcer les moyens de la MDPH du Nord. On l'a vu tout à l'heure, le département du Nord est le plus peuplé. Or, il s'avère que la MDPH et les moyens de la MDPH n'ont pas été revus depuis 2007. Donc, compte tenu du nombre croissant de dossiers, et même s'il y a une informatisation des dossiers, il me semble important de renforcer justement les moyens de la MDPH. Cinquième attente, obtenir une représentation politique spécifique au handicap, puisque actuellement nous avons une vice-présidence dédiée à l'autonomie, ce qui veut dire que pour le conseil départemental, le seul objectif à poursuivre pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, c'est l'accès à l'autonomie, ce qui est complètement contradictoire avec par exemple une personne polyhandicapée où l'autonomie sera malheureusement un objectif beaucoup trop éloigné de sa réalité du quotidien. Donc nous demandons à ce qu'il y ait de nouveau une vice-présidence spécifique pour les personnes en situation de handicap. Le point suivant, c'est de renforcer l'action des services d'aide à la parentalité, ce qu'on appelle les SAP. Alors, c'est une spécificité du Nord et le dispositif est toujours expérimental, bien que ça fasse des années déjà qu'il existe. Le SAP, c'est quoi? C'est en fait la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui sont parents. Et donc, on vient les aider jusqu'à l'âge de 6 ans des enfants. Ce qui est dommage parce que c'est à compter de 6 ans où le besoin est vraiment spécifique et marqué. Donc, les moyens sont très limités. Quand je dis limité, c'est plus que ça, puisque dans chacune de nos associations, c'est un demi, voire un poste. Et donc, j'insiste bien sur, et dans le cadre de l'autonomie, et puis le fait que nos personnes en situation de handicap puissent connaître une vie amoureuse, sexuelle et se marier. Donc, il me paraissait important de pouvoir les accompagner dans l'éducation de leur enfant. Septième attente, accentuer l'aide aux aidants. L'activité des proches aidants, donc, que ce soit familiaux ou ce qu'on appelle les aidants familiers,
auprès des personnes en situation de handicap oblige les aidants à déployer beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissements qui peuvent les conduire à des forts moments d'épuisement. Nous demandons que soient renforcées les actions de soutien en leur faveur, que ce soit des formations gratuites qui existent déjà et qu'il faut renforcer. Il existe une plateforme d'accompagnement mais dont l'accès est encore très réduit. Ou encore, nous souhaitons faciliter l'entrée en vigueur du congé indemnisé pour ses proches aidants. Et enfin, une attente très forte pour les proches aidants, c'est les solutions de répit qui doivent être accrues pour permettre à ces personnes de se réoxygéner par rapport à leur investissement au quotidien, que ce soit en termes d'accueil familial temporaire, d'accueil de jour dans un établissement, de garde itinérante, etc. Et le dernier point, c'est d'assurer une représentation des personnes handicapées. On faisait allusion tout à l'heure à l'association Nous aussi. Donc son président, M. Lassane El Ravi, malheureusement n'a pas pu être présent pour des problèmes de santé. On lui adresse tous nos vœux de rétablissement. Néanmoins, certains membres de Nous aussi sont aujourd'hui présents. Il me paraît, dans le cadre de l'autodétermination, important que les personnes que nous accompagnons puissent être également représentées dans les différentes instances. Je ne peux que déplorer, par exemple, pour ces élections départementales et peut-être qu'au niveau des suppléants, aucune personne en situation de handicap n'a été sollicitée pour la représentation. Voilà les 8 points. Voilà la présentation du plaidoyer, très rapidement. Nous avions adressé en amont à chacun des candidats donc notre plaidoyer avec le détail. Nous sommes une centaine de connectés, Président. Nous allons, sans plus attendre, pouvoir donner la parole à chacun des candidats. Nous allons, par ordre alphabétique, commencer par Monsieur Joshua Auchard. Mais avant ça, il y a un bon jingle, puisque nous avons une boîte de production qui a voulu faire un peu de zèle. Donc jingle, et ensuite nous donnerons la parole à Monsieur Auchard. Voilà, Monsieur Auchard, bienvenue à nouveau parmi nous. Vous avez pu entendre notre plaidoyer ainsi que la présentation succincte de la situation. Et sans plus attendre, donc je vous donne la parole pour 5 minutes. C'est à vous, Monsieur Auchard. Le micro. Là, on a un petit problème de micro. Attendez, Monsieur Auchard, on va se régler. Oui. Voilà, Bonjour, on vous entend, monsieur Monsieur Auchard. Je vous en prie. Ok. Bonjour à l'ensemble des intervenants et à qui sont connectés pour écouter ce débat. Je vous remercie effectivement d'avoir organisé ce débat, malgré le contexte difficile du Covid qui nous oblige à le faire en distanciel. Je pense que la santé, et notamment le handicap, doit être une priorité de cette campagne électorale et surtout une priorité du département pour les années à venir. J'ai bien entendu votre plaidoyer en 8 points. Concernant notre constat et nos propositions sur ce plaidoyer, je pense finalement que le point 1 et le point 2 se regroupent. Les départs vers la Belgique sont liés à une absence ou à, en tout cas un manque de réponse possible sur le département du Nord. Et vous l'avez soulevé, à un manque de réponse, notamment dans la ruralité, où peu de centres sont installés. Dans notre mesure, je pense qu'il faut s'axer en trois axes. La première, c'est la création de centres d'accueil, notamment certains spécifiques à certains types d'atteintes, l'autisme, les myopathies, les polyhandicaps, qui ont des traitements, des besoins et des attentes spécifiques, des attentes différentes. Une aide financière nécessaire, notamment par la prestation de compensation handicap, qui est parmi une des plus faibles de France. Elle a été relevée à 22 € en 2020. Nous proposons effectivement de l'augmenter à 25 €, voire à 30 € pour certains établissements que l'on pourrait conventionner, là où les tarifs différenciants ont été supprimés en 2020. Donc voilà nos propositions concernant ces 2 points. Concernant la commission, la CDAPH, pour le département du Nord, elle se réunit une fois tous les 15 jours et vous l'avez dit, elle traite finalement assez peu de dossiers sur ces 15 jours au vu du faible temps qui lui est accordé. Il y a certains départements qui réunissent la CDAPH 2 fois par semaine. Nous proposons que dans un premier temps, elle puisse se réunir au moins une fois par semaine pour ne pas alourdir les délais de traitement des dossiers et si nécessaire, pousser à 2 fois par semaine pour raccourcir
les délais de traitement de la CDAPH. D'ailleurs, c'est un peu le même souci concernant la MDPH. Les statistiques qu'on a réussi à avoir faisaient état d'un peu moins de 110 000 bénéficiaires de prestations financières versées par le département pour l'année précédente, avec des moyens MDPH qui sont restreints, qui sont difficiles. Il faut que le département prenne sa part de responsabilité dans cette dépense et augmente le montant alloué à la MDPH. Mais il faut aussi que le département puisse faire pression sur l'État pour que l'État prenne à sa charge le refinancement de cette MDPH pour augmenter les moyens alloués aux personnes handicapées. Au niveau de la représentation politique spécifique au handicap mental, vous demandez un vice-président lié au vice-président au handicap, alors qu'actuellement il existe un vice-président à l'autonomie. Nous n'y sommes pas opposés, bien que finalement le titre qu'on donne à ce vice-président ne soit qu'un titre, et derrière il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, peu importe le titre qu'on lui ait donné, d'aider les personnes handicapées. Nous, à la tête du département du Nord, nous proposerons une commission départementale chargée du handicap qui se réunira une fois par mois, dirigée par le président du département du Nord ou par un des vice-présidents, et qui réunira les différents intervenants associatifs, qui réunira les structures, notamment au niveau des partenaires sociaux, ainsi que les salariés du handicap, les AMP, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Nous pourrons d'ailleurs, dans cette commission, y inclure les responsables d'entreprises adaptées en termes pour rendre l'autonomie et pour inclure les personnes en situation de handicap. Je pense que le travail est une excellente solution. Nous avons d'ailleurs fait confiance pour cette campagne électorale à l'association des papillons blancs de Nain-Oisy avec l'imprimerie à Prouvy et également à des centres adaptés, des entreprises adaptées sur le secteur du Douaisis, sur lequel nous leur avons fait confiance et nous avons été très satisfaits du résultat. Concernant l'action des services de soutien à la parentalité, je pense que depuis les 20 dernières années, ils ont effectivement montré leur intérêt. Ils ont effectivement montré leur intérêt. Ils sont pour autant, comme je le rappelle, assez peu présents dans le domaine, dans les milieux ruraux. Je pense qu'il faut créer un nouveau centre, notamment dans ces milieux ruraux, et vous l'avez dit, augmenter le financement pour ces services d'aide à la parentalité. Vous avez parlé sur le point 7 des aidants. Les aidants familiaux sont effectivement touchés de plein fouet par le handicap, puisqu'ils sont mobilisés au quotidien sur le handicap de leurs proches, de leurs enfants. Nous proposons, dans le cadre de cette campagne électorale, et une fois que nous serons à la tête du département, une prime vacances pour ces aidants familiaux, pour qu'ils puissent profiter des vacances, et également la création, en s'appuyant sur les structures qui existent déjà, d'un centre d'accueil d'urgence, d'un système de garde en fait administré par les services départementaux qui permettent à l'aidant familial d'éviter l'épuisement, qui permettent à l'aidant familial de prendre un peu de répit lorsque la situation devient difficile à gérer. Merci, monsieur. Concernant la représentation. Merci, monsieur Auchard. Oui. 5 minutes 30. Je suis désolé de vous couper la parole, mais au moment du chat, vous aurez l'occasion de... C'est pas un exercice facile, hein, donc nous vous remercions pour cet essai. Donc on va pousser, grâce à monsieur Auchard, 5 minutes 34 pour le prochain intervenant, et ainsi de suite. Par contre, c'est pas un jeu. Hein. L'idée, c'est pas d'arriver à Amstagnac à 10 minutes. Hein. Donc, c'est pas ça l'idée. Hein. En tout cas, merci. Merci, monsieur Auchard. Je vous propose de... Alors, je retiens juste une proposition. On va donner la parole à Mme Legrand. Sur la proposition de commission, donc finalement, ça revient à élargir le CDCA qui existe actuellement avec cette composition et d'avoir d'autres personnalités que celles qui vont poser. Je fais juste un petit aparté là-dessus parce que je vois dans le chat des questions arriver là-dessus en faisant référence au CDCA qui existe d'ores et déjà, mais je pense que M. Auchard voulait élargir la composition du CDCA. Merci beaucoup M. Auchard. Sans plus attendre, la parole est à Mme Aurélie Legrand pour La République En Marche. Vous avez la parole pour 5 minutes 34, Mme Legrand. Je vais être pile poil. Oui, bonjour monsieur le directeur général et monsieur le président. Je vous remercie déjà d'organiser ce débat parce que c'est essentiel aussi d'avoir un lien avec les personnes qui sont directement concernées, que ce soit les familles, les associations, les salariés
des différents établissements. Et c'est vraiment essentiel qu'il y ait ce lien qui perdure aussi durant le mandat. Donc voilà. Donc en préambule, je voulais juste vous indiquer que l'association L'Inclusion en Marche, qui donc fait partie de la majorité présidentielle, a fait une charte que les candidats des départementales, ils en ont fait aussi une pour les élections régionales. Donc les candidats aux élections départementales ont signé cette charte, je vous la ferai passer, ou sinon vous pouvez la trouver sur notre site internet sans souci. Et donc il reprend effectivement plusieurs points que vous avez pu aborder dans votre présentation, alors notamment par exemple sur le traitement des dossiers MDPH. On sait qu'il y a eu des progrès ces dernières années. Il y a notamment le droit à certains droits qui sont désormais à vie et certains droits qui ont été élargis sur la durée. Donc, qui ont permis aussi de réduire le nombre de dossiers déposés. Donc là, ça va être progressif puisqu'effectivement, c'est très nouveau. Donc, effectivement, ça va être progressif. Mais il est important donc qu'il y ait une réduction quand même du traitement des dossiers MDPH. Et nous, on voudrait que ce soit traitement maximum de 3 mois. Donc il faudra mettre bien évidemment les moyens derrière pour arriver à ce délai de traitement. S'agissant, nous on propose également de nommer un vice-président en charge du handicap spécifiquement et puis qu'il y ait aussi un référent sur toutes les thématiques, en fait, toutes les compétences du département, qu'il puisse y avoir un référent qui fasse le lien pour veiller à ce que ce qui a l'accessibilité, pour qu'il y ait vraiment le handicap soit au cœur de toutes les compétences du département. Ensuite, sur la partie aidants, on sait que les aidants sont les premiers concernés par le handicap, ils sont les premiers soignants, ils sont les premiers à faire les démarches et ils sont aussi très psychologiquement, ils sont très affaiblis aussi. Ça peut les mettre d'ailleurs en difficulté au niveau en termes de santé. Donc nous, on propose de structurer une offre permettant des séjours de répit pour les aidants des personnes dépendantes, de créer une maison notamment de répit familial et intergénérationnel qui serait un lieu d'accueil permettant de se reposer, mais aussi de se retrouver et de recréer le lien en fait qui dévierait de cette relation aidant-aidé. Vraiment retrouver le lien parent-enfant, frère-sœur. Ça serait un véritable lieu de retrouvailles avec des personnes qui pourraient accompagner à côté la personne en situation de handicap. S'agissant également des projets, en fait des appels à projets pour la création de places, il est important l'inclusion est très très importante, de créer des mini-structures inclusives, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des cas très complexes et l'inclusion, le dehors n'est pas forcément adapté, malheureusement pour certains cas extrêmement complexes. Donc il faut aussi veiller à ce qu'il y ait des projets pour ces personnes en situation complexe. Et d'ailleurs, on propose également qu'il y ait une sorte de référent aussi au département qui soit une porte d'entrée pour gérer justement les situations complexes. Une entrée unique pour les associations, pour les établissements qui reçoivent ces personnes, parfois en temporaire et pour lesquels on ne trouve pas de solution. Il faudrait qu'il y ait un référent qui sache où trouver une solution pour pouvoir orienter au mieux et ne pas laisser de famille dans la détresse. Voilà. Et aussi, on propose de créer et de déployer un annuaire départemental. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle à des parents, les parents qui ont en charge leurs enfants, n'ont pas forcément envie de laisser leurs enfants. Ils ont même parfois un peu de remords de laisser leur enfant dans une structure. Et ce qu'il faudrait trouver, développer, c'est une plateforme
qui puisse regrouper les structures sportives qui prennent en charge les enfants ou les adultes en situation de handicap, ainsi que des lieux culturels, des bases de plein air qui sont plus accessibles que d'autres. Et également aussi faire un référentiel sur tout ce qui est professionnels médicaux et paramédicaux qui pourraient accueillir les enfants et qui ont cette capacité de les accueillir, puisque c'est pas donné à tout le monde de soigner un enfant, par exemple autiste. Il y a des gestes à avoir et à ne pas avoir. Donc voilà, je pense que j'ai été dans les moins de 5 minutes. Moins de 6. 34. Moins de 6. Bien, merci madame. On va donner la parole à monsieur Poiret, donc, qui est conseiller sortant et vice-président du conseil départemental. Oui, monsieur le président, bonjour. Monsieur le directeur général, bonjour également. Mes chers collègues, c'est très bien de pouvoir être à 4 autour de la table, et puis également tous les adhérents et les professionnels qui nous écoutent. Alors, monsieur le directeur général, vous avez dit quelque chose qui m'a fait un tout petit peu sursauter. Vous avez dit que la politique a été un plan drastique pendant le mandat qui vient de s'écouler dans cette majorité du département du Nord. Pas tant que ça quand même. Je pense que ce serait intéressant de regarder les chiffres. En 2012, c'était 69,5 millions au niveau de la PCH. Alors, je vous donnerai que 2 chiffres parce qu'avec 5 minutes, je peux pas vous en donner plus. En 2020, nous sommes à 112 millions. Donc, si vous trouvez un plan drastique entre 69,5 et 112, voilà, on est presque au double. Et quand même, un point important, nous sommes sur une nouvelle politique. Nous sommes sur les CEPOM et autres. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer et à tous nos auditeurs, que quand nous sommes arrivés aux affaires, il y avait 109 millions de dépenses d'hébergement qui n'étaient pas payées, et que nous avons dû payer également, et que nous les avons payés très volontairement, rapidement, et aujourd'hui nous sommes à jour de ce qu'on doit payer aux associations. Ça, c'est le point pour moi quand même important. Alors, pour répondre à vos questions, moi je commencerai déjà par le fait que la MDPH et l'aide aux personnes porteurs de handicap sera, dans le prochain mandat, une des priorités. On doit être à côté de tous ceux qui sont dans les difficultés, mais avec des politiques novatrices, pas obligatoirement des paiements de jour et autres dans les structures, construire des structures, voilà. On doit travailler dans l'inclusif, vous le savez très bien, vous l'avez fait, parce que globalement, on est à 1200 personnes accompagnées depuis le début de notre mandat en plus sur le territoire du Nord. Donc, on n'est pas les meilleurs. On essaye de faire ce qu'on peut, suivant les possibilités, et également avec tout votre investissement personnel et l'investissement de tous vos collaborateurs et collaboratrices qui font un travail magnifique. J'ai l'occasion de visiter les ESAT, de travailler dans le développement de ces ESAT, et je vois bien, je veux dire, tout l'investissement de chacune et de chacun. Alors, dans l'inclusif, sachez que pour les places, nous avons 80 projets pour l'instant qui ont été en appel à projet. 73 ont été réalisés. En milieu rural, c'est bien, mais c'est pas uniquement en milieu rural. Je pense que c'est important également de l'avoir dans le milieu périurbain. En ce qui concerne le fait des départs non souhaités en Belgique, moi je souhaite que l'État soit au rendez-vous sur ce dossier. Nous, on peut l'être en partie avec des appels à projets comme nous avons à l'ESSI et Fellerie actuellement, avec 15-20 places. Mais c'est mieux si l'État est à nos côtés. Et je voudrais répondre rapidement à le fait d'augmenter les services d'aide à domicile. Sachez quand même que 1 euro d'aide à domicile en plus, c'est 12 millions pour le département du Nord. Donc, quand vous nous annoncez, M. Char, le fait de monter à 30 euros, ça fait 96 millions. Je ne sais pas comment on les paye. Donc, je pense qu'on n'est pas là pour faire de la surenchère, on n'est pas là pour faire des voix, on est là pour expliquer une politique et une politique importante. Revoir l'organisation des CDAPH,
je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'on gère tous les dossiers dans cette commission qui n'ont pas eu l'accord des familles. Et on y passe beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'à 16h30, on n'a pas fini sa journée. On peut finir à 19h, on peut finir à 20h. Et ça, j'y serai, en tant que président du département, très attentif. Renforcer les moyens de la MDPH. Attendez, nous, sur le mandat, nous avons accordé 25 équivalents temps plein supplémentaires. Le dossier avec l'État et la convention avec l'État n'a pas été revu depuis 2007. Mettons-nous autour de la table avec l'État et remettons à niveau la MDPH pour avoir une fluidité des dossiers. Ça, on doit l'obtenir. Une représentation politique sur le handicap mental, pas contre du tout, mais nous avons une ou un vice-président en charge de l'autonomie qui est demain un conseiller départemental délégué, mais j'ai pas attendu votre question, c'était déjà dans ma tête avant, au handicap, ça le sera, et qui fera partie de l'exécutif et qui aura également les missions pour être plus près de vous. En ce qui concerne le soutien à l'aide à la parentalité, je suis d'accord avec vous, un poste ou un demi-poste par association, nous sommes trop faibles et nous devons le faire évoluer. Ça représente 12-15 postes aujourd'hui. Accentuer l'aide aux aidants, nous l'avons fait et nous avons financé à Arleux la maison de la ferme des ailleurs, ce qui montre bien notre volonté de faire. Donc là, on a fait le job. Et assurer la représentation des personnes handicapées, eh ben oui, pas de souci. Attendez, quand on veut que le handicap soit pris en main encore plus dans le département, mais on a fait le job pendant ces 6 années qui viennent, quand on voit les montants qu'on a pu investir, les montants qu'on a pu investir dans les nouvelles techniques également, nous voulons aller plus loin. Je m'arrête parce que… Voilà, c'est parfait. J'allais vous le demander, justement. Merci. On va laisser la parole à Madame Staniek-Wavran pour un temps de 6 minutes, puisque, comme disait M. Hiller, on augmente très progressivement, mais on va vous revenir, on va vous laisser la parole, notamment sur les questions de chat. Je vous laisse la parole, Madame. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Merci de nous avoir invités, bien évidemment, sur ce débat qui est particulier. Juste une précision, je suis effectivement socialiste, mais je représente un groupe aujourd'hui qui s'appelle Nord en commun, qui représente tous les partis de gauche et écologistes à l'échelle du département. Je voulais le repréciser pour que ce soit clair pour tous. Le handicap est effectivement un vrai sujet aujourd'hui avec les multiples approches, puisque quand on parle du handicap, c'est un peu réducteur, puisque bien évidemment, si on est un handicap physique, et dans le handicap physique, il y a différents aussi problématiques, le handicap mental, le handicap psychique, on voit bien que les réponses ne peuvent pas être très simples et ne peuvent pas être « il suffit de » pour le handicap. Il faut bien travailler sur chaque problématique pour pouvoir apporter des réponses spécifiques. J'ai entendu les collègues, il y a des choses effectivement qui sont celles que nous pourrions développer. J'ai entendu M. Poiret, avec lequel nous avons bataillé pendant 6 ans, puisque nous avons des désaccords profonds sur la façon qu'il a envisagé le handicap. Je ne reviendrai pas ici, mais pour nous, c'est vrai que la technologie peut être un souhait pour pouvoir, une personne qui a un handicap physique, de l'aider, mais l'humain est essentiel. Et s'il n'y a pas d'humain dans la prise en charge du handicap, on est complètement à côté de la plaque. Donc oui, nous avons besoin effectivement de retravailler ces questions. Oui, nous avons besoin que l'État soit à nos côtés. J'insiste beaucoup sur ce fait-là parce que bien sûr, le département doit mettre de l'argent. Bien sûr, c'est une compétence sociale et il doit être un acteur. Mais sur la MDPH, sur les créations de places, sur les postes, sur les accompagnements financiers, l'État aujourd'hui est en dessous de tout. Donc il faut effectivement que l'État accepte de remettre de l'argent aussi sur ces questions pour que le département puisse être à la hauteur des engagements qu'il doit prendre. Je prends un seul exemple, puisque je suis au conseil d'administration de l'EPDSAE. Nous avons bataillé extrêmement fort pour que les places de l'IME ne soient pas fermées. Nous avons réussi à avoir malheureusement la moitié des places. Pour nous, c'est une catastrophe, parce que quand on ferme des places d'IME, au prétexte de l'inclusion, etc.,
On sait que dans la réalité des choses, il y a des enfants qui n'ont pas de réponse, qui vont être dans des familles qui vont être en difficulté. Pour certaines même, il y a les mamans qui doivent arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Donc oui, il y a une vraie difficulté. Et oui, il faut travailler sur l'autonomie, oui, il faut travailler sur l'inclusion, mais il faut qu'il y ait des moyens financiers aussi sur ces questions. L'éducation nationale, si on parle de l'inclusion, il faut qu'il y ait des postes AIVS avec des heures suffisantes pour travailler. Si on parle d'inclusion, il faut qu'il y ait effectivement des constructions, des nouvelles constructions, et que les personnes effectivement puissent avoir des logements autonomes avec un moyen d'accompagnement qui leur permette de vivre, pas simplement d'être dans un logement parce qu'ils n'auront plus rien, plus de sous, et qu'ils devront rester enfermés. Donc les politiques transversales du département, culture, tourisme, sport, doivent être aussi revues avec cette notion comment une personne en situation de handicap puisse accéder à cet aspect-là. Bien sûr, le travail est quelque chose d'essentiel. Nous voulons mettre en place une plateforme, notamment pour les jeunes, parce qu'il faut qu'ils puissent accéder à un travail dans un ESAT ou peut-être dans un accompagnement de travail particulier. C'est un travail que nous devons mener au niveau du département. Vous avez évoqué les aidants, bien évidemment. Plusieurs solutions ont été proposées qui nous semblent effectivement intéressantes. On sait que pour les aidants, il y a une grande question aujourd'hui, c'est pour les parents, être sûr que leurs enfants, demain, si eux-mêmes ne sont plus là, les enfants pourront avoir une solution, y compris dans le vieillissement que eux-mêmes, ces enfants, auront. Et donc, quelle solution on va travailler avec les parents pour que maintenant ils aient du répit, mais que demain ils soient sûrs que leurs enfants ne soient pas abandonnés. Il y a des choses qui existent, les papillons blancs. Sur ces questions, vous avez beaucoup de recul, vous avez beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces questions, et donc on peut effectivement regarder ce que vous avez fait, ce qui existe dans d'autres pays aussi sur ces sujets-là. Il y a des choses assez innovantes, et donc il faut effectivement qu'on ait ce regard particulier pour pouvoir être sur une réponse adaptée. Vous évoquez aussi, et c'est important, le domicile et l'accompagnement à domicile. Je l'ai évoqué très rapidement, mais vous évoquez quelque chose qui est assez innovant parce que jusqu'à présent on n'osait pas trop en parler, la sexualité des personnes ayant un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est un sujet aujourd'hui, ça ne doit plus être caché, ils ont le droit à une vie normale, y compris une vie sexuelle, y compris le mariage, y compris avoir des enfants. Bien sûr, il faut pour certains couples qu'ils puissent être accompagnés. Là encore, le jour où les parents ne seront plus là, il faut qu'ils puissent continuer à être accompagnés. Peut-être que les enfants seront dans un placement familial, peut-être dans une structure, peut-être que les enfants pourront rester avec leurs parents si les moyens humains d'accompagnement sont là. Et donc oui, nous pensons qu'il faut des moyens supplémentaires. C'est pour nous une question qui est assez importante parce que si on veut parler d'inclusion, c'est un terme à la mode, mais s'il n'y a pas les moyens pour que les personnes puissent, dans leur vie de tous les jours, vivre normalement, c'est du pipeau. Et donc je pense qu'effectivement, il faut des moyens supplémentaires. Et quand on parle de places en Belgique, et quand aujourd'hui l'État met de l'argent pour qu'il y ait des fermetures de places en Belgique et des ouvertures en France, je pense que dans un premier temps, il faut reconstruire effectivement des places, soit dans des établissements, pour les personnes qui ont besoin d'être en établissement, soit à domicile, pour les personnes qui peuvent être à domicile, et ensuite seulement on verra quelles seront les places en Belgique à fermer si on a effectivement répondu aux besoins, puisqu'on sait aujourd'hui que les listes d'attente sont extrêmement longues dans notre département. Vous avez évoqué des chiffres très tristes du manque de réponse, des personnes sans solution, et pour nous, effectivement, ça va être une priorité de recréer à la fois ces places établissements et à la fois ces places à domicile en accompagnement différent. C'est parfait, je vous remercie. Je voulais intervenir un petit peu avant, mais ils ont préféré en régie couper mon micro plutôt que le vôtre. Donc je n'ai pas pu intervenir. Merci, c'est très Bon, en tout cas, merci à tous. Nous avons peut-être, pour équilibrer un peu le temps de parole, je vous proposais de donner la parole à M. Houchard dans un premier temps, puisqu'il y a une petite allusion de la part de M. Poiret sur la question des financements.
comment financer toutes ces mesures nouvelles. Donc, une première interpellation auprès de M. Houchard et une interpellation via le chat pour Mme Legrand. Alors, je lis l'intégralité du chat. Concernant l'inclusion en marche, pourquoi créer une maison des aidants départementales, nouvelle structure ayant un coût, alors que les associations tendent à ces démarches et donc de créer un partenariat et non une identité propre? Voilà. D'abord, dans un premier temps, la parole à M. Houchard, en réponse peut-être à M. Poiret, et ensuite je donnerai la parole à Mme Legrand. Et bien sûr, les candidats qui souhaitent prendre la parole, un petit signe de la main et vous aurez la possibilité de vous exprimer. Monsieur Houchard, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur Hilaire de me laisser la parole pour 2 points, si vous le permettez, répondre à Monsieur Poiret, effectivement, et traiter très rapidement du point 8 de votre plaidoyer. Quand j'entends parler, Monsieur Poiret, d'une surenchère sur le handicap, je trouve ça particulièrement honteux d'utiliser ce terme. Nous avons proposé dans un premier temps une augmentation de la PCH de 22 à 25 €. Monsieur Poiret entend cela irréalisable au vu du manque de budget financier. Pour autant, d'autres départements l'ont fait. C'est le cas du département du Bas-Rhin, où ses amis siègent. Ils ont réussi à monter la PCH jusqu'à 30,09 € de l'heure pour un département qui dispose de moins de budget que le nôtre. Comment on peut financer tout ça? Je pense que différentes mesures peuvent être prises, différentes économies peuvent être liées au département, et plusieurs des intervenants l'ont signalé. Il est temps que l'État s'engage. Il est temps que l'État s'engage pour la cause du handicap. Et ça tombe bien, l'État actuellement, c'est les amis de Monsieur Poiret. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans pour finalement aider au développement de la cause du handicap dans le département du Nord et pour augmenter les financements? Concernant le point 8 de votre plaidoyer sur la représentation des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap dans les élections départementales, c'est vrai, nous le regrettons, aucun de nos candidats en situation de handicap n'est candidat titulaire ou remplaçant aux élections départementales, puisque nous n'avons pas eu de sollicitation. Pour autant, au niveau des élections régionales, je pense que nous sommes la seule liste à mettre en position éligible une personne en situation de handicap physique. Il y avait un autre point qui concernait les circulaires et la profession de foi en facile à lire et à comprendre. Alors, une difficulté pour nous sur ces circulaires faciles à lire et à comprendre, c'est qu'on estime qu'un projet politique se lit dans sa globalité, et l'État actuellement nous limite à une page recto verso, y compris si on la passe en circulaire facile à lire et à comprendre, ce qui est compliqué de faire tenir le projet politique sur une page recto verso. Mais si l'État, le ministère de l'Intérieur revoit sa copie pour nous permettre le double de pages uniquement sur les circulaires faciles à lire et à comprendre, ce sera bien évidemment avec plaisir que nous pourrons proposer cela pour les prochaines élections. Merci Monsieur Houchard. La parole peut-être à... Monsieur Poiret, je vous donnerai la parole juste après Madame Legrand. J'ai vu, il n'y a pas de souci. Madame Legrand, je me permets juste de vous relire la question. Hein. Donc, c'était sur votre proposition de créer une maison spécifique. Est-ce qu'un partenariat renforcé auprès des associations ne pourrait pas suffire? Je vous laisse la parole. Alors bien évidemment, les associations sont celles qui sont vraiment en lien avec les parents, ils sont d'ailleurs souvent des parents. Et effectivement, la maison de répit familial et intergénérationnel pourrait entrer dans le cadre, par exemple, d'un appel à projet où les associations pourraient y répondre. Ce qu'il faut absolument, par contre, c'est qu'il y ait une facilité d'accès à l'information, parce que souvent quand on rencontre des familles, elles n'ont pas la visibilité sur tel ou tel dispositif qui existe. Donc en fait, c'était aussi regroupé par le biais d'une plateforme, par exemple, ce qui est possible en tant que parent dans les différentes étapes des démarches pour le répit, pour la MDPH, vraiment regrouper toutes ces informations, ce qui existe, enfin déjà le département a déjà mis ça en place, mais je veux dire quand je disais créer une maison de répit, c'était pas une seule, c'était vraiment faire un appel à projet sur les maisons de répit intergénérationnelles et familiales. Donc les associations sont bien évidemment partie prenante de ces projets. Merci. On avait également une question pour Monsieur Poiret, et puis en même temps, je pense que vous souhaitiez répondre. Votre micro est coupé, Monsieur Poiret.
Voilà. Voilà, c'est président. Donc, on avait une question pour vous, une question de chat, et en même temps, ça vous donnera l'occasion de reprendre la parole, parce que vous avez souhaité la reprendre. Alors, une question par le biais du chat. Je la lis intégralement, Monsieur Poiret. Et ensuite, une question également pour Mme Staniek. Alors, pour Monsieur Poiret, donc les services d'aide à domicile, donc je précise, c'est Hélène Lemaire, qui est directrice générale de l'UNA Nord, que je salue, qui pose cette question au nom de ses adhérents. Les services d'aide à domicile ont une place à part entière dans la politique de l'inclusion à destination des publics en situation de handicap ou des personnes âgées. Néanmoins, les conditions de prise en charge horaires sont à ce jour inadaptées, puisque systématiquement en dessous des prix de revient. Quelle pourrait être votre politique en la matière, d'autant que les contraintes financières augmenteront les coûts de production de 20% avec la mise en œuvre de la revalorisation salariale pour le secteur non lucratif. Voilà, Monsieur Poiret, vous avez la parole. Merci, pas de souci. Ben, ça va être en corrélation avec la réponse que je souhaitais faire à M. Hochart. Je pense qu'il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Si vous voulez, le département du Nord, c'est pas le département du Bas-Rhin. C'est pas la même population. Vous avez dit que nous avions beaucoup plus de personnes porteurs de handicap dans notre département du Nord, et on voit bien le nombre de millions investis. Donc, il ne faut pas promettre, des choses qu'on ne pourra pas tenir. Je ne souhaite absolument pas. Et en ce qui concerne également, quand M. Hochart dit que la majorité présidentielle, c'est moi, non, c'est pas moi la majorité présidentielle. C'est l'Union pour le Nord. L'Union pour le Nord, c'est divers droite, c'est la droite. Voilà, c'est pas la majorité présidentielle. Je voulais bien faire les choses par rapport à notre collègue de En Marche, parce que je voudrais pas qu'on soit deux ensemble, à parler aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il faudrait bien connaître les limites de chacun. Sur l'aide à domicile, attendez, on est passé de 21 à 22 €. C'est très volontariste de notre part. On est bien conscient que c'est pas encore suffisant. Mais aujourd'hui, quand on sait que ça représente 12 millions d'euros dans le budget, l'État peut venir à nos côtés aussi. Pourquoi pas? L'État peut venir aujourd'hui à 50%, par exemple, sur les évolutions, comme on a fait sur le plan pauvreté. Aujourd'hui, non. Donc, moi, je suis preneur à évoluer, mais pas tout seul. Ça peut pas être que le département, parce qu'autrement, on n'assume pas notre département. Et on n'emmènera pas notre département dans l'état où on l'a trouvé en arrivant, c'est-à-dire à la mise sous tutelle. On veut continuer à payer les associations. Et si nous allions à la mise sous tutelle, les associations n'étaient plus payées à ce moment-là. Voilà. Ce que je veux dire, nous tiendrons, je suis très clair, nous ne sommes pas là pour faire des voix, nous sommes là pour travailler en profondeur avec vous, messieurs les responsables. Avec vous, Monsieur le Président. C'est comme ça qu'on fera la différence. Merci, Monsieur Poiret. Très bien, je pense que la transition est toute trouvée. Il y a M. Hochart qui a demandé la parole, je lui donnerai juste après, mais une question pour Mme Staniek, parce que je sens qu'il y a une légère allusion qui a été faite à la majorité précédente. Madame Staniek, je me permets de vous lire la question sur le chat, et bien entendu, je vous vois sourire, et j'imagine qu'il y a une réponse qui va arriver à M. Poiret. Alors, je lis textuellement, c'est un monsieur qui se dénomme Alexandre, qui dit ceci. « Quand les socialistes ont quitté le département en 2015, le département était très mal cassé sur le handicap. Et la source de cette affirmation, c'est le document de l'Observatoire national sur les aides humaines. » Madame Staniek, si vous voulez répondre à cet auditeur, et puis en profiter, vous êtes à 6 minutes 48, en profiter pour répondre peut-être à M. Poiret. Vous avez la parole, Madame Staniek. Merci. Alors effectivement, je suis un petit peu surprise de cet observatoire, mais ça correspond tout à fait au discours que M. Poiret a, que finalement, l'ancienne majorité avait des problèmes, et mis sous tutelle. Pendant 6 ans, il nous a cassé les oreilles avec ça. Alors, nous avions, un VP qui était en charge du handicap. Le département du Nord était l'établissement qui avait effectivement créé le plus grand nombre de places par rapport aux autres départements français. C'est pour ça que nous avions des difficultés d'ailleurs avec l'État qui ne voulait plus que l'on construise de places en disant qu'il y avait suffisamment de places dans le Nord et que donc il n'était pas nécessaire de construire des places supplémentaires. Et donc nous avons bataillé très longtemps sur ce sujet parce qu'effectivement il y avait une telle volonté de travailler sur le handicap que nous étions en difficulté par rapport aux autres départements français parce que bien meilleurs
sur cette question. Monsieur Poiret a encore évoqué, pendant 6 ans il l'a dit, que nous avions mal géré les finances. Il l'a répété. Lui, il a bien géré, puisque bien évidemment aujourd'hui, il y a moins de dettes sur le budget, sauf que moins de dettes, ça a en nécessité des diminutions de budget de 4 à 7% sur les établissements, qu'il y a eu donc des suppressions de postes dans les établissements, mais aussi sur le domicile, que les associations d'aide à domicile aujourd'hui sont en très grande difficulté, même avec le 1 euro qui a été augmenté, et que oui, M. Poiret a permis aux banques de récupérer son argent et que notre département a été en grande difficulté. Pas sur la dernière année, je l'avais d'ailleurs fait remarquer au département, pas sur la dernière année, puisque là, sur la dernière année, il y a des augmentations budgétaires pour les associations et pour les établissements, mais absolument pas en lien avec une campagne électorale, bien évidemment. Donc oui, nous pensons qu'il y a des choses à faire. Sur le domicile et notamment sur les associations d'aide domicile, on pense qu'on peut à nouveau augmenter. Parce que si on veut qu'il y ait un travail correct avec des personnes qui soient qualifiées, payées, il faut une augmentation des tarifs du domicile. Oui, nous pensons que c'est quelque chose d'important parce que si on veut travailler intelligemment, il faut le faire avec les partenaires. Quand on citait les papiers avec vous aujourd'hui, vous avez un recul sur ce sujet qui est intéressant et qui est nécessaire à regarder encore. Je pense qu'on peut être innovant aujourd'hui aussi, comme on l'a été hier et comme on le sera demain. Merci Madame. Il y a un petit décalage au niveau des temps de parole. On a eu des questions chat, notamment celle de Bernard Verquin, qui est le président de Dunkerque. Une question en deux temps en fait. Le premier, c'était concernant la ruralité. On voit que selon le département, là où on se trouve, le territoire du département, on n'est pas forcément logé à la même enseigne. Et je pense qu'il pourrait y avoir, allez, on va dire ça comme ça pour synthétiser, peut-être des déserts ou d'activités dans certaines régions. Et ça peut poser des problèmes quant au transport. Voilà. Le deuxième temps, c'était justement dans le cadre de l'isolement, c'est de voir un peu ce que vous comptez faire pour la sortie de la crise du Covid, suite aux différents confinements que les personnes et les familles ont subis. Moi, j'en connais certaines d'entre elles qui, on va le dire très franchement, sont au bout du rouleau. Voilà. Et voilà. Après, on a trois autres questions, mais on y reviendra après. Par rapport au déficit de temps et par rapport à cette question, est-ce que Madame Legrand souhaite répondre? Et ensuite, on donnera la parole à Monsieur Auchard. Alors effectivement, la crise que nous avons vécue a impacté tout le monde et plus particulièrement les personnes en situation de handicap et leurs familles. Je pense qu'il faut vraiment renouer, aller sur le terrain, renouer avec les personnes pour pouvoir aussi identifier ceux qui ont été pas laissés pour compte, mais voilà, qui ont été pas oubliés non plus, mais qui ont été perdus des radars. Il faut aussi, notamment pour les aidants, on propose également un suivi psychologique et aussi médical, puisqu'on sait que question santé, ils prennent soin de leur aidé et laissent leur santé de côté. Et je pense qu'il faudrait mettre en place un suivi psychologique et un suivi médical pour les aidants, et encore plus en cette période qui les a beaucoup éprouvés. Notamment durant le premier confinement, encore plus. Après, les lieux ont été ouverts pour les personnes en situation de handicap pour pouvoir s'évader un peu. Mais effectivement, nous proposons également ça et repérer aussi les aidants qui ne se sentent pas aidants, qui pour eux c'est tout à fait normal d'aider son fils, son mari. Et il faut également repérer ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement, mais qui ne font pas le pas et qui ne font pas la démarche. Et donc ça, il faut vraiment mettre en place un dispositif de repérage pour ces personnes.
Ensuite, s'agissant du milieu rural, effectivement, ici sur le canton d'Orchies, on est assez enfin pour ma part, on est assez rural, semi-rural, et il faut aussi développer le aller vers pour identifier et pour accompagner les familles, et développer aussi des structures d'accueil de répit pour la journée temporaire. Donc voilà. Bien, merci. On vous laisse la parole, Monsieur Auchard. Juste reprendre la parole quelques instants, puisque la PCH est un point essentiel de notre programme. Donc je souhaitais apporter la contradiction à monsieur Poiré. Je ne vais pas lui répondre concernant le jeu des étiquettes politiques. Plus personne n'y comprend rien, et en plus ça n'intéresse absolument pas les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai cru comprendre que nous aurons d'autres occasions pour en discuter. Le budget, c'est un acte politique, c'est une vision pour les 5 ans pour lesquels nous allons être amenés à gérer ce département. Nous avons visiblement avec M. Poiré une vision différente de ce qu'est le budget. Il faut que M. Poiré entende la contradiction. Je sais qu'il n'en a pas eu l'habitude pendant ces 5 années au conseil départemental, mais il faut qu'il l'entende. En tout cas, nous, sur l'augmentation de la PCH, c'est un engagement que l'on prend, et nous le ferons une fois à la tête du département du Nord. On avait d'autres questions chat, notamment pour, en ce lien, et pour M. Poiré. Donc vous allez pouvoir... puisque vous êtes un petit peu en déficit aussi de temps, je ne parlais pas du déficit du département, mais puisque vous êtes en déficit de temps, je vais vous laisser la parole. Oui, Monsieur Poiré, une question sur le chat, donc je vous la lis intégralement. Donc ça vient de Madame Emmanuelle Presta, qui est maman d'un enfant en situation de handicap et qui est administratrice à Denain. Et Denain est très productif puisqu'il y a également son président, Alain Croix, qui pose une question. Donc je vous lis les deux questions. Donc pour M. Poiré, dans le secteur adulte, pensez-vous que le nombre de places créées à venir, c'est-à-dire 12 pour les cas complexes et quelques autres dans un appel à projet, suffirait à répondre au retour de Belgique ou aux sans solution et aux amendements Creton, sachant que le retour au domicile est rarement la solution et peu inclusif? Donc ça, c'est la première question, M. Poiré. Et la deuxième question, elle est très, très pratico-pratique. C'est un parent qui témoigne en disant moi, quand je vais à un rendez-vous, j'ai mon enfant avec moi chez moi, quand je vais à un rendez-vous chez le psychologue ou chez le médecin ou quoi que ce soit, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution de garde transitoire, provisoire pour mon enfant? Je propose un premier niveau de réponse au niveau de M. Poiré, puis nous reviendrons vers Mme Staniek pour une autre question. M. Poiré, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Simplement une toute petite réponse à M. Auchard, excusez-moi, mais la majorité départementale actuelle ne dépense pas l'argent qu'elle a pas et ne promet pas des choses. Je suis obligé de le répéter. Si vous voulez, vous pouvez pas tout promettre. Dites-nous ce que vous allez faire dans toutes les politiques. Donc, on peut pas rajouter 100 millions, 200 millions dans la PCH. Et je reviens. Alors, vous allez peut-être nous faire la même chose si un jour, par hasard, vous arrivez aux affaires que le PS, PC est vert. C'est-à-dire, on dépense l'argent qu'on n'a pas, puis on verra bien demain. Celui qui sera plus, on est gros, donc on va jamais mourir. Ça, c'est pas tout à fait raisonnable. Alors, au niveau des questions qui sont les plus importantes, je trouve que la remarque et la question sur je vais à un rendez-vous, l'enfant, j'ai pas la possibilité de le faire garder, mais j'ai besoin de me soigner, on peut l'entendre. Et je souhaite qu'on se mette autour de la table sur des points simples comme ça, où on peut trouver des solutions avec les UTPAS, avec les unités territoriales, qu'on puisse mettre des personnes qui font des services de garde. Je suis tout à fait preneur et je trouve la question très, très intéressante. Mais c'est des sujets comme ça qu'on a besoin de travailler ensemble. Il n'y a pas que le côté financier, il n'y a pas que le côté de nombre de places. Parce que le nombre de places par rapport à la Belgique, attendez, faut que l'État vienne à côté de nous. C'est pas le département du Nord qui peut tout faire. C'est pas à notre niveau. Nous, là, si on arrive à faire revenir 15 personnes, 20 personnes, parce qu'on a des places, parce qu'on a des ouvertures, ok. Mais si on a des moyens importants, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et là aussi, le prochain président du département du Nord aura besoin d'aller discuter avec le gouvernement, aura besoin d'aller discuter avec le Premier ministre. Et moi, j'y compte. Je veux dire, ce sera ça aussi. C'est pas uniquement gérer le département du Nord.
c'est aller porter la parole du département auprès des ministères. Merci. Merci Monsieur Poiret. Une précision de Bernard Verquin, le président des Papillons Blancs de Dunkerque, qui dit que quand il parle de ruralité, c'est aussi l'inclusion professionnelle dans le milieu rural, notamment dans l'agriculture, où il trouve qu'il y aurait beaucoup d'opportunités pour des travailleurs handicapés de travailler dans certaines fermes, par exemple. Voilà, il aimerait le développer. Madame Staniek, pour répartir un peu le temps de parole, Monsieur Auchard et Madame Staniek sont légèrement en retard d'1 minute. Une question, c'est sur la mission qui a été diligentée pour la PCH. Donc, je vais lire la question et avant ça, répondre à Dominique Quentin que tous les chiffres évoqués par M. Poiret sont, à ma connaissance, sur le site du conseil départemental. Donc, effectivement, M. Quentin, vous pouvez aller les voir. Donc, une question sur le nombre, Mme Staniek, des questions sur le nombre d'heures PCH qui sont accordées et qui sont en baisse en application de la mission PCH et de la MDPH, comme cela résulte d'ailleurs d'une communication de presse de l'AFM Téléthon et des APF qui est paru hier. Et Mme Hélène Lemaire demande quel est le rôle de la mission PCH mise en place spécifiquement dans le Nord. Madame Staniek, vous avez la parole. Oui. Alors, nous avons demandé particulièrement PC, PS, gauche, une mission pour pouvoir regarder comment le handicap était pris en charge et notamment la MDPH, ce qui nous a amené à un travail de plusieurs mois avec des conclusions qui nous ont permis d'insister notamment pour ce qui concernait la MDPH sur la grande difficulté d'organisation qu'ils avaient et le manque de postes évident qui était apparu. Je dois reconnaître qu'un premier recrutement, une première vague de recrutement a été faite et nous avons remercié en cela le président Le Serre d'avoir répondu à une de nos demandes de la mission. Une deuxième demande qui avait été aussi faite, c'était aussi sur les moyens, sur les associations d'aide à domicile. Nous n'avons pas obtenu tout ce que nous souhaitions et c'était un petit peu en cela que notre mission a été à la fois apporter ses fruits et pas encore suffisamment. Nous souhaitons effectivement repartir de ces documents-là pour regarder ce qui pourra être fait. En tout cas, déjà, nous avons des propositions, et notamment sur le fait qui a été évoqué précédemment, sur la plateforme d'insertion professionnelle pour les jeunes. Nous pensons effectivement qu'il y a des métiers qui peuvent être développés pour les personnes en situation de handicap. On a des expériences qui existent dans plusieurs territoires et on sait qu'on peut développer des métiers sur ces questions. En ESAT ou pas d'ailleurs, s'il y a un accompagnement conséquent. Je voudrais revenir sur 2 minutes sur la crise Covid. Quel que soit l'âge, quels que soient les publics, il y a une grande difficulté psychologique. Dans le cadre du réseau Ville Santé OMS, nous avons interpellé à plusieurs reprises la DGS, la Direction Générale de la Santé, sur ces sujets. L'État a accepté de mettre un peu de psychologues en place et donc par exemple sur la métropole lilloise, 1,2 million d'habitants, nous avons eu 2 postes de psychologues pour améliorer l'accompagnement. Bon, on peut après discuter, mais ça c'est une réalité. Et nous pensons qu'il faut effectivement de l'accompagnement psy en proximité. Je vais prendre l'exemple que nous avons fait à Lille. Dans les mairies de quartier, dans les centres sociaux, on va développer des postes de psychologues, et je pense que ça peut être pour toutes les personnes, quel que soit le problème, et notamment les personnes qui accompagnent des enfants ou des adultes handicapés, s'il y a à proximité une consultation psychologique qui peut être aidante pour une première approche, eh bien je pense qu'on pourrait travailler là-dessus, le département, là où il y a des secteurs, on pourrait travailler aussi notamment auprès des UTPAS pour qu'il y ait un peu plus de permanence psychologique qui pourrait être le premier niveau d'accompagnement des personnes qui sont en grande difficulté. Merci Madame Staniek. Pas peu. Alors il y a une réaction sur le chat, je vous le renvoie à tous les 4 pour dire que notre débat est de bonne tenue et donc et que ça fait du bien et qu'on n'a pas envie de gifler tous les hommes politiques ou toutes les femmes politiques visiblement. Voilà, Monsieur Poiret a levé la main, mais je vais donner la parole d'abord à Monsieur Auchard. Il y a une question pour Monsieur Auchard.
une personne indique qu'il découvre l'intérêt que le Rassemblement national porte aux personnes en situation de handicap. Et on aimerait savoir quel est votre point de vue sur, et c'est une question qui vient du président des Papillons Blancs de Denain, notamment, sur votre regard par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez, comme c'est le cas dans beaucoup de politiques publiques, qu'il faut absolument continuer à fermer des places d'internat pour ouvrir des places à domicile ou continuer à encourager à prendre les parents leurs enfants? Est-ce que le Rassemblement national, au niveau qui est le vôtre, encourage les fermetures d'établissements ou vous êtes sur une autre position? Monsieur Auchard, vous avez la parole et bien entendu, vous pouvez en profiter pour aborder d'autres sujets également. Et après, nous viendrons vers Monsieur Poiret. Monsieur Auchard. Oui, merci. Bonjour à monsieur Alain Croix, que l'on croise régulièrement effectivement sur le Dénési et qui fait un travail formidable dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. L'intérêt n'est pas soudain pour les élus du Rassemblement national pour le handicap, il est permanent. C'est vrai que pour autant, on a peu l'occasion d'être interrogé sur ces thématiques. Mais comme vous le constatez, effectivement, nous faisons partie des quatre politiques qui ont accepté très rapidement de répondre à ce débat. Concernant l'accompagnement des personnes en situation de handicap, je pense que l'internat ne s'oppose pas au maintien à domicile et qu'il faut pouvoir développer les deux solutions qui répondent chacune à un besoin différent. Je pense que on peut même trouver d'ailleurs des solutions mixtes, comme il existe dans certains EHPAD avec des résidences adaptées pour les personnes qui peuvent rester à domicile mais qui ont besoin d'un accompagnement. Donc je pense qu'en tout cas notre souhait, notre désir n'est pas de fermer des places d'internat pour accompagner les personnes en situation de handicap chez eux, mais de pouvoir développer les deux solutions en parallèle. Je rejoins également votre question concernant l'agriculture, en tout cas les ESAT en secteur agricole et le travail au sens large. Voilà une des pistes pour pouvoir effectivement faire des personnes en situation de handicap, pouvoir les inclure dans la société et qu'elles puissent prendre totalement leur rôle. À mon sens, le nombre des ESAT et d'entreprises adaptées est particulièrement faible. Malgré les bons services qu'elles rendent, ce n'est pas forcément une disposition financière, puisqu'on a bien compris que M. Poiret ne voulait pas sortir le porte-monnaie pendant le prochain mandat, mais ça peut être une aide technique pour la création d'entreprises adaptées, pour le financement des ESAT. Voilà le point de vue du Rassemblement national. Merci, M. Auchard. Merci, M. Auchard. La transition est toute trouvée pour M. Poiret. Avant de vous donner la parole, M. Poiret, j'ai une question pour Mme Legrand. Comme ça, je vais la citer un petit peu en amont. Elle a le temps de préparer sa réponse. Donc d'abord, M. Poiret, mais une question pour Mme Legrand. Donc la question sur La République En Marche. Est-ce que La République En Marche est ouverte pour que des personnes en situation de handicap soient candidats aux élections départementales, régionales ou pour les prochaines élections? Donc c'est une question qui vous est posée à vous directement, Mme Legrand. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est posé à vous. Donc vous avez le temps de répondre. Mais avant ça, je donne la parole à M. Poiret qui a demandé à prendre la parole. M. Poiret. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. C'est surtout pour parler de la mission PCH, parce que j'ai participé à cette mission PCH, et je voulais remercier Madame Stanier-Goivran d'avoir fait la proposition, du reste, de faire cette mission, qui a été très constructive. Nous avons bien travaillé ensemble, je souhaitais le souligner, et il en est sorti des choses importantes, comme par exemple la mise en place de 4 chargés d'expertise au niveau de la BNDPH pour que les plans soient bien adaptés aux besoins, qu'on ne se retrouve pas avec des plans surévalués ou sous-évalués. La volonté, c'est que les personnes qui ont besoin d'aide, on soit au rendez-vous. Ceux qu'on en peut-être un jour un peu moins besoin, se soient modifiés. Voilà, on a travaillé dans un bon esprit à ce niveau-là, et je souhaite que demain mette également une mission en place au niveau de l'APA, parce que je pense que là aussi, on a à travailler ensemble avec l'ensemble des élus du département qui seront élus le 20 et le 27. Voilà, ce qui nous permettra d'aller plus loin encore ensemble. Et puis, un tout petit point sur la crise. La crise, sachez quand même que le département du Nord a été au rendez-vous. 67,5 millions d'euros. Vous allez me dire que je parle d'argent, mais bon, quand il faut acheter des masques et qu'on les achète très cher au départ, il fallait savoir assumer. Les services d'aide à domicile, on a voté des primes
possibles et donc qui ont été versées, les tablettes également dans certains services et dans certaines maisons, les paniers solidaires. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est notre gestion, quoi qu'on en pense. Moi, je ne parle pas de gestion, je parle plutôt de pilotage du département du Nord, nous ont permis d'avoir les moyens de tenir la crise. Merci, Voilà. Monsieur Poiret, pour ces précisions. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame Legrand, donc, est-ce que vous pensez qu'une personne déficiente intellectuelle, enfin dit déficiente intellectuelle, peut assumer un mandat? La question n'est pas anodine, hein, parce que par rapport au handicap mental, on associe souvent la détérioration soi-disant d'un handicap avec une dégradation intellectuelle. Donc c'est une question qui est relativement sensible et la question peut se poser, est-ce qu'une personne en situation de handicap mental, donc dit déficiente intellectuelle, pourrait assumer un mandat politique? Madame Legrand. Tout à fait. Alors effectivement, oui, c'est une question qui est très très bonne, puisque en fait, alors déjà je voudrais replacer un peu au niveau du gouvernement, puisque la secrétaire d'État Sophie Cluzel a permis des avancées sur le droit des citoyens des personnes en situation de handicap, avec notamment le droit de vote pour les personnes protégées. Donc déjà, c'est une réelle avancée en termes de citoyenneté pour les personnes en situation de handicap. Et donc oui, je pense complètement que, et je dis que la République en marche, effectivement, est ouverte, et elle l'a fait d'ailleurs, je pense, sur certaines élections, à la candidature de personnes en situation de handicap, et plus particulièrement, enfin là on évoque le cas des personnes déficience intellectuelle. Donc je ne vois pas, à partir du moment où la personne veut s'engager, elle a des idées à défendre, elle a un point de vue à défendre, elle a une expérience à défendre. Donc oui, les personnes sont les bienvenues à la République. Enfin, ceux qui veulent s'investir à la République en marche, en tout cas, peuvent le faire et sont les bienvenus. Si, je voulais faire une remarque qui n'appellera pas forcément de commentaires, mais c'est plus une sensibilisation. Pour vous, les politiques ou futurs politiques qui auront en charge la politique du département, c'est concernant les CEPOM. Sur les CEPOM, il y a une politique qui est définie, etc. Sauf que parfois, certains techniciens rajoutent des clauses particulières pour la signature du CEPOM. C'est quoi? C'est le taux d'occupation, pas de sujet. Il n'y a pas de souci. Là où c'est un peu gênant, c'est lorsqu'on commence à mettre une clause de pénalité pour les amendements Creton. On sait bien que, et on l'a vu, qu'il y avait un déficit de dispositifs ou de places. Donc pénaliser les associations parce qu'il y a des amendements Creton, je ne peux pas trop l'entendre. Le dernier point est... Et encore une fois, les politiques ne sont pas forcément responsables, je pense. Le dernier point, c'était, et c'était mis également comme point supplémentaire pour la signature des CEPOM, ici, c'était sur une prise en charge obligatoire d'une personne au bout de 3 présentations. Alors, on sait bien aussi que là, il y a un déficit au niveau des prises en charge des personnes avec un trouble psy. Nos établissements et nos professionnels ne sont pas forcément formés pour ça. Il n'y a pas de, comme on l'a évoqué pendant le débat, de structure ou il n'y a pas encore assez, je dirais, de structure ou de dispositifs pour les accueillir. Et imposer ça aux associations avec une sanction financière, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vous passe l'information en tant qu'élu ou futurs élus pour que vous soyez quand même vigilants sur cet aspect-là. J'ai eu l'occasion d'assister à des visios avec d'autres départements. C'était un peu le ressenti. Alors ça arrive parfois au niveau d'un dialogue un peu compliqué avec l'ARS, et comme disaient les différentes participants, avec le département, on a la chance d'avoir des politiques en face de nous, donc avec des discussions plus aisées et faciles. Voilà. Ce que je vous propose, puisque ça fait 1h30 maintenant, ça passe vite, qualité des débats, encore une fois, est intéressante. Je vous propose de conclure en 2-3 minutes, si chacun peut conclure. On va le faire comme on l'a fait pour l'introduction, avec
un ordre alphabétique. Donc, Monsieur Auchard, je vous laisse conclure. Votre micro n'est pas mis. Pardon, c'est moi. En conclusion, je vais encore une fois vous remercier de nous avoir invités à ce débat. Et comme l'a fait remarquer Monsieur Alain Croix, c'est rare que le Rassemblement national soit invité à des débats qui portent sur les sujets de handicap. Pour autant, ça nous tient fortement à cœur. Notre position concernant la situation des personnes handicapées dans le Nord, j'ai eu l'occasion d'en faire part pendant ce débat, avec donc deux points qui sont pour nous très importants: l'augmentation de la PCH, de la prestation compensation handicap, et la création de centres de répit pour les aidants familiaux, pour qu'ils puissent se reposer une journée, un week-end, et pourquoi pas que ces centres puissent être utilisés, comme c'était la question d'un internaute, pour des rendez-vous chez le médecin ou autre, pour que l'aidant familial puisse se faire soigner. Vous avez pu entendre les propositions des différents interlocuteurs. N'hésitez pas, vous allez voter le 20 et 27 juin. Merci Monsieur Auchard. Je vous propose de donner la parole à Madame Legrand, par l'ordre alphabétique. Madame Legrand, vous avez la parole pour 2 minutes de conclusion. Oui, donc effectivement également vous remercier pour ce débat très très constructif et très intéressant aussi par rapport aux questions qui ont été remontées du chat, qui sont des questions très pragmatiques du quotidien. Et c'est ce dont on veut vraiment être au plus proche des problématiques que rencontrent les citoyens dans ces situations, les associations. Donc continuer vraiment cette collaboration élus et acteurs du terrain pour être au plus proche des attentes, débloquer des situations qui sont le petit grain de sable qui vient casser la machine. Donc voilà, et je voulais conclure juste par une phrase: ceux qui bénéficient aux personnes en situation de handicap bénéficient à la société entière. Pardon. Monsieur Poiret, peut-être? Simplement pour dire que nous avons un très bon débat, je veux dire un bon niveau, des bonnes questions, c'est intéressant. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse travailler en étant pragmatique. Je veux dire qu'on se retrouve sur des dossiers et on est dans l'efficacité tout de suite pour les personnes porteurs de handicap. Donc, qu'il y ait une écoute entre vous et entre nous. Alors moi, Président, je vous dirais que c'est OK. Le responsable, c'est l'élu, c'est pas le technicien. Donc, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas dans un dossier au niveau technique, il faut pas hésiter. L'élu a les mains dans le cambouis et il doit décider. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, et que la porte du président du département du Nord sera ouverte pour les associations et on pourra travailler ensemble. D'accord. Alors, je ne stigmatisais pas les techniciens, bien au contraire, parce qu'ils font un travail quand même intéressant. Non. Hein, mais bon, c'était pour l'information. Voilà. Merci Monsieur Poiret. Alors Madame Staniak, est-ce que la porte, peut-être qu'une femme sera présidente du département, est-ce que la porte du département, de la future présidente, sera également ouverte? Vous avez la parole pour 2 minutes de conclusion. Bien évidemment, et ce sera peut-être une femme, ce sera peut-être un homme. En tout cas, nous serons bien évidemment à votre écoute, parce que nous pensons que c'est un sujet qui, comme on l'a évoqué, est extrêmement important. Ma collègue qui m'accompagne aujourd'hui, qui est candidate remplaçante, est maman d'un enfant autiste. Et je peux vous assurer qu'elle est en très très grande vigilance sur tout ce que l'on peut proposer, et très grande vigilance sur ce que l'on fera demain. Elle n'est pas la seule sur ces questions-là, et je n'ai pas effectivement d'enfants, mais malheureusement dans la famille ça existe aussi. On sait que ce sont des questions qui peuvent être à la fois très destructrices sur le plan humain, ou au contraire être très fortifiants. Et on pense, nous, que ce sont des sujets, parce que c'est un sujet de société qui est important, et donc nous pensons effectivement qu'il doit y avoir des réponses qui soient adaptées. La question de l'argent, qui est sans arrêt posée par M. Poiret,
est une question, mais on peut apporter des réponses en mettant de l'argent sur la table, qui soient des réponses adaptées et pas simplement un dogme du CEPOM, il faut faire des économies. Donc oui, nous serons bien évidemment. Et encore merci de nous avoir invités sur ces sujets que nous considérons bien évidemment importants au milieu d'autres, mais importants parce qu'il y a la petite phrase qui a été dite, une personne handicapée, si elle est bien dans la société, ça veut dire qu'on a pensé aux autres. Je le dis toujours, quand on dit il faut faire un trottoir pour les handicapés, quand vous êtes avec une poussette, avec un gamin, c'est aussi, si ça roule bien, c'est pour tout le monde. Donc oui, faisons attention à eux, nous serons vigilants pour tout. Merci Mme Staniek. Alors un petit commentaire sur le chat, une personne qui dit, je pense que ça peut être la conclusion pour vous quatre, une société forte se reconnaît en sa capacité à s'occuper des plus faibles, et il me semble que c'est le préambule de la Constitution suisse, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur Claude Oquet, pour la conclusion. Bien, merci. Je voudrais, avant de vous remercier, remercier un peu les personnes qui ont participé au chat et qui on était aux alentours de 120 personnes, donc c'était quand même assez intéressant. Je les remercie pour l'intérêt qu'ils ont eux aussi porté à ce débat, des questions, comme vous l'avez dit, tous les quatre pertinentes. Et bien sûr, vous remercier tous les quatre. Alors, je ne dis pas que c'est une première, mais voilà, on avait souhaité, comme je l'avais dit en introduction, on avait souhaité organiser ce type de débat pour voir un peu vos idées, vos réactions. Je vous remercie très sincèrement de votre contribution et bien sûr d'avoir consacré plus d'1h30 en ces temps de campagne dont je sais le temps précieux. Donc merci encore et puis bon courage, il n'y a plus que 15 jours, 3 semaines peut-être. Ça va peut-être être les plus durs pour vous. Merci à vous. Au revoir à tous, à très bientôt. Au revoir. Créée en 1960 par des parents de jeunes souffrant d'un handicap mental, l'Union départementale des papillons blancs du Nord est née d'une volonté forte, répondre aux besoins d'entraide et de reconnaissance de leurs enfants. À ce jour, elle fédère 9 associations, rassemblant 3000 adhérents, 12 000 personnes handicapées, 220 établissements et 6500 salariés. Elle rassemble également Atinor et Agap Formation, le choix d'une union d'associations permettant de respecter l'autonomie et la spécificité de chaque structure. L'union départementale gère directement 2 établissements et 2 services médico-sociaux. L'Union des papillons blancs du Nord joue un rôle d'harmonisation et assure la mise en œuvre d'actions dans tous les départements. Elle garantit la représentation collective du mouvement parental auprès des différentes instances politiques, administratives et des partenaires. Elle crée et diffuse des outils partagés, développe la coopération entre associations et délivre une expertise pointue, y compris sur les nouvelles thématiques. L'Union départementale agit en partenariat avec les institutions publiques, dont l'ARS Hauts-de-France et le département du Nord. L'Union départementale des papillons blancs du Nord joue un rôle moteur dans le développement des politiques en faveur du handicap mental pour apporter des réponses de qualité aux personnes accompagnées ainsi qu'à leurs familles. À ce titre, elle mène de nombreuses actions concernant la santé, l'accompagnement, l'insertion professionnelle ou encore le soutien à la parentalité des personnes handicapées. Elle se mobilise aussi dans la prévention des départs non souhaités en Belgique des Français en situation de handicap. L'Union départementale des papillons blancs du Nord assure une mission de recherche et d'innovation permanente tout en assurant la promotion et la diffusion des meilleures pratiques. Elle conduit également une mission d'aide à la recherche de financements publics et privés et contribue à certaines initiatives via un fonds dédié.
Enfin, elle accompagne les professionnels des associations adhérentes et participe au développement des coopérations interdépartementales au sein de l'UNAPEI des Hauts-de-France. L'Union départementale des papillons blancs du Nord se mobilise pour une société solidaire et inclusive. Rendez-vous sur www.udapei59.org.